Nous allons donc démarrer notre colloque en commençant par vous accueillir chaleureusement tous et toutes. Et donc dans notre université Paris Descartes qui a l'honneur de hoster ce colloque. Ce 6e colloque est organisé en partenariat avec le Cercle des femmes de la cybersécurité, le CEF6, qui a en son sein plusieurs expertes qui interviennent dans nos formations pédagogiques en sécurité informatique. Donc je tenais à le souligner et à le remercier. Et qui nous ont proposé de participer à ces colloques de sensibilisation, de promotion autour de la cybersécurité, en particulier de la place des femmes dans ces métiers, dans ce secteur. Il y a uniquement 11% des femmes dans le domaine de la cybersécurité, où on attend d'ici 2020 quelque chose comme 1 million, voire 1,5 million de postes qui seront ouverts. Et là, je vais revenir un petit peu sur toutes les raisons pour lesquelles il y a ce déficit, passant déjà par toute la cybercriminalité qui a évolué, qui s'est plus ou moins, on va dire, standardisé. C'est plus le petit hacker qui fait des petites choses. Aujourd'hui, c'est carrément des services d'État, c'est carrément des attaques à grande ampleur, comme nous l'avons montré l'attaque l'année dernière, par exemple, WannaCry, et toutes les entreprises qui ont dû laisser leur peau, surtout PME, PMI, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs de la problématique dans les PME, PMI qui sont oubliés aujourd'hui dans ce domaine de la cybersécurité, et pourquoi aussi se priver de 50% de la population dans un domaine qui est aujourd'hui très très critique. La vraie faille reste quand même entre le clavier, on va dire l'écran et la chaise. Dans ce sens, la création du CEF6 d'abord a pour objectif de promouvoir, d'augmenter la présence des femmes dans les femmes leadership, la présence et le leadership des femmes dans le domaine de la cybersécurité. Et on a comme objectif principal d'abord d'aider plusieurs femmes, quelques-unes qui sont ici, qui ont bénéficié du programme de mentorat du CEF6, donc on va les aider, on va les coacher, on va expliquer un petit peu ce que c'est le métier. Ce que je peux rajouter aussi à travers les colloques comme celui-là, c'est faire la sensibilisation grand public, expliquer à tout le monde ce que c'est que la cybersécurité, pourquoi tout le monde est concerné, pourquoi il faut se protéger. C'est le second, si on veut, axe de travail dans le cadre de ce CEF6. Avant d'être étudiante en cybersécurité, il faut déjà être étudiante en IT d'une façon générale. En cybersécurité que nous avons créé, donc je suis cofondatrice d'un diplôme qui s'appelle ESD, expert en sécurité digitale, qui est un niveau Bac+5. Pour autant, on fait de la sécurité sur tous les niveaux, depuis les niveaux Bac, aujourd'hui en tout cas, et sur toutes les filières, parce que finalement c'est partout. Après, on devient expert sur le souhait. Commencer, elle est juste, elle est exacte. Il y a très peu de jeunes filles qui choisissent des études, alors plus généralement d'ailleurs en ingénierie informatique, ça se limite pas, le constat ne se limite pas à la cybersécurité. Je pense qu'il faut aussi ne pas être paranoïaque et se dire que c'est la cybersécurité qui exclurait les femmes. Nous, donc en 2016, sur 2017 et 2018, donc sur les promotions, on a 20% donc en 2016 de filles, de jeunes femmes qui suivent notre master en cybersécurité sur 2 ans. 41% en 2017, donc là on a vraiment doublé. Et on est aujourd'hui à 38% pour cette promo de cette année. Et donc dans la salle, on a 12 jeunes filles futures expertes. Typiquement dans la banque, on est plutôt à 59% de femmes, donc c'est pas mal. Et puis après, quand on descend dans les services informatiques, on passe à 25-28% en comptant les chefs de projet ou les personnes sur la communication et l'accompagnement des équipes. Et par contre, au sein des équipes de dev, on tombe à 5%. Et quand on sait que l'entreprise aujourd'hui, que les entreprises mettent tout ce qui est IT et cybersécurité au centre de leur stratégie, on doit s'inquiéter parce que ça veut dire que les femmes ne font pas partie de cette stratégie à venir, et c'est dommage. On trouve nos confrères américains qui sont beaucoup plus ouverts justement à travers des initiatives dès leur lycée pour pouvoir communiquer
sur des postes, on va dire, de cybersécurité à haut potentiel pour les femmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts et on devrait beaucoup s'inspirer de ce qui est fait et de ce qui marche dans d'autres régions pour pouvoir l'appliquer aussi au niveau européen, au niveau français plus spécifiquement. Assez rarement, très peu, donc dans ces 20, 40, 38%, donc de jeunes filles qui ont donc grandi, qui ont été éduquées dans le système éducatif français. Effectivement, une des solutions peut être d'expliquer et d'ouvrir la cyber et de dire que c'est pas une matière transversale et pas uniquement technique. C'est vrai, mais ça ne réglera pas le problème. Enfin, un point que moi je trouve très problématique, c'est que les jeunes filles françaises s'interdisent des études d'ingénieurs et scientifiques. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que dans quelques années, on arrive à tout ce qui est juridique en cyber, ce sont les femmes, tout ce qui est, j'allais dire presque fonction support, mais le cœur de l'activité, parce qu'il ne faut pas se cacher, qui est quand même très technique, très expert, serait réservé aux hommes. Ce serait peut-être, c'est peut-être un danger qu'il faut éviter et agir de manière à ce que les filles viennent aussi vers les filières très techniques. Dans l'entreprise, il met en place des ateliers de coding pour les enfants, les collaborateurs notamment, et aussi en partenariat avec les enfants des quartiers, avec la Société Générale Soutien. Et on s'apercevait que nous aussi, on avait beaucoup de garçons, 2 tiers, 1 tiers. Et ben, j'ai créé IT for Girls, et j'ai dit que c'était des ateliers de coding pour les filles. Et là, donc j'ai eu l'école, au départ je me suis adressée aux collaborateurs de l'entreprise, donc plutôt des hommes, puisqu'on vient de dire que dans nos services informatiques c'était des hommes. Là j'ai vu des papas, donc des hommes, amener leurs petites filles, parce que je pense que les biais sont chez les parents. Forbes est redescendu sur la chaîne d'éducation, notamment au collège, et a parlé des conseillers d'orientation. Ils ont pointé en tout cas un sujet qui est... Bon, ils disent plutôt que c'est du lieu de leur méconnaissance de ces métiers-là. Et donc pour eux, ce n'est pas naturel de proposer ces débouchés effectivement à leurs élèves. Eh bien, je pense qu'il faudrait mettre en place des programmes, et nous, à la Société Générale, mais c'est quelque chose qui peut être dupliqué, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a créé une IT School qui prend en charge justement des jeunes adultes, des jeunes diplômés, des adultes en reconversion, et qui leur fait faire un cursus de 6 mois, 1 an, pour se tourner, se transformer vers les métiers de l'IT. Pour d'autres, c'est plus compliqué, donc certainement il y aura des actions à mener avec Pôle emploi, avec... il y en a qui sont en cours, hein. Oui. Mais après, il ne faut pas non plus décourager, parce que je pense qu'on a toujours tendance à trouver que c'est très très lent les actions, celles-là, mais c'est vrai que c'est long de mettre en place ces plans de formation, c'est vrai qu'il y a des contraintes administratives, et que pour ceux qui les attendent, le temps paraît très très long, alors qu'en réalité les choses avancent quand même, mais on ne peut pas non plus aller bouleverser Pôle emploi. Une étude que j'ai trouvée, donc, qui date de 2018, qui est réalisée par Kaspersky, un éditeur de logiciels de sécurité antivirus. Donc, ils ont interrogé 4000 jeunes entre 16 et 21 ans en Europe, aux États-Unis, en Israël. Et ils les ont interrogés sur leur intérêt et leur connaissance de la cybersécurité. La majorité des filles, des jeunes femmes, ont renoncé à s'engager dans ce sujet, dans ce domaine, à l'âge de 15 ans et 9 mois. Sensibiliser une entreprise, c'est sensibiliser toute l'entreprise, de la personne à l'accueil jusqu'au patron. Le module de sensibilisation des utilisateurs à la sécurité informatique, c'était un module qui était basé sur du PowerPoint. Très vite, j'ai été confronté, avec une grande école parisienne d'ailleurs, à une volumétrie qui est de dire comment fait-on pour sensibiliser en présentiel, parce que je fais du présentiel, à contrario de e-learning, comment fait-on pour sensibiliser des grands groupes, 5000 personnes et plus. Un programme de sensibilisation, c'est bien ce que je dis, c'est un programme. Vous avez peut-être une réunion en présentiel, vous allez aborder tout un tas de sujets, et vous allez avoir derrière une campagne de phishing. Faites-la, c'est disponible sur le marché, ça ne coûte rien du tout. Enfin, et vous allez faire vos stacks pour ensuite pouvoir rebondir et spécialiser à nouveau votre plan de sensibilisation. Aux États-Unis, il y a très peu de programmes de sensibilisation. Ils partent du principe que la sensibilisation, c'est un travail du quotidien, de terrain, et qu'il faut avoir aussi une liberté de mouvement et de pivotement. Donc sur la créativité, clairement, on est là-dedans. Et surtout sur chacun est responsable de la sensibilisation de l'autre,
chaque collaborateur sensibilisé va sensibiliser un nouveau ou resensibiliser un ancien qui a un petit peu oublié ce qui se passe. Et surtout, on est, alors eux ils appellent ça baby step, mais pour atteindre un objectif, il faut atteindre une multitude de petits buts les uns derrière les autres qui vont permettre d'atteindre et d'augmenter significativement le niveau de sécurité. C'est le point pour moi qui est très important, c'est de dire je dois savoir quel message je fais passer et quel média j'utilise pour le faire passer. Reformater le message si vous voyez que la personne n'a pas compris, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils sortent de la fin de la session, il faut que les gens aient compris. S'ils sortent et qu'ils n'ont rien compris, c'est pas la peine qu'ils viennent, et c'est pas la peine d'y aller non plus. Donc il faut qu'ils sortent en ayant compris. Il faut quand même se protéger c'est du réflexe. Tous les outils sont là, c'est bien, mais c'est du réflexe. Aujourd'hui en France, il y a tous les jours des TPE qui mettent les clés sous la porte à cause d'un hacking. Un hacking coûte 700 000 € minimum. Une TPE n'a pas les moyens de payer 700 000 €. Aux États-Unis, il y a un élément qui est assez intéressant dans les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est que le risque est pondéré dans les comptes de résultats de l'entreprise. Et la sensibilisation et la non-sensibilisation représentent un risque aussi. Et donc elle impacte fortement la note de l'entreprise. Pour les TPE, je pense que c'est d'autant plus difficile de démontrer la confiance qu'un grand groupe peut avoir en elle en tant que donneur d'ordre, parce que ses collaborateurs ne se sentent pas sensibilisés à la cybersécurité. La sensibilisation, c'est aussi un facteur de business. Pourquoi on va aller sensibiliser ses collaborateurs? Pour vendre plus. Ils vont être renseignés sur comment trouver l'information, où la trouver, où est-ce qu'elle est de bonne qualité, où est-ce qu'elle est traçable, où est-ce qu'elle est intègre. Ça fait quand même partie des piliers de nos métiers. Les émotions des personnes que vous souhaitez sensibiliser pour qu'elles retiennent et qu'elles s'impliquent. Je rejoins aussi Gérard sur cet aspect-là. Et du coup, oui, la peur est une émotion, c'est vrai. Oui, on a tendance à toujours utiliser la peur. Aussi, l'opportunité dans ces programmes-là d'utiliser d'autres méthodes pour faire de l'accompagnement et pour mettre les personnes en confiance, pour leur dire que oui, la pédagogie par la personne existe, oui, il y a des risques, mais la marche à franchir n'est pas si élevée que ça. Comme le disait Magali, qui vont s'adresser à la personne et à la partie irrationnelle du cerveau qui est le néocortex. Et ça, c'est hyper important pour réussir sa sensibilisation. Ce qu'il faudrait dans les PME comme dans les grandes entreprises, qui ne sont pas des entreprises qui font de la sécurité et qui ne peuvent pas le faire, c'est d'être sensibilisés à la sécurité, avoir le langage et, alors c'est le truc, pouvoir dialoguer avec une société qui, elle, fait de la sécurité pour la société qui n'y connaît rien. Alors le coût, si vous pensez que la cybersécurité coûte trop cher, essayez la cyberinsécurité. Sur la sensibilisation, il y a deux aspects. Il y a un aspect, entreprise et national, c'est-à-dire qu'une entreprise qui défend son fonds économique, et pour la nation, c'est défense de la sécurité nationale. Et puis il y a un deuxième aspect, et c'est là où le CF6 est très actif, c'est le citoyen. Parce que ça soit l'entreprise ou l'État, il y a toujours un petit problème de schizophrénie. Et donc il y a un rôle important dévolu aux associations et aux groupements de citoyens, que ce soit des syndicats ou des associations professionnelles ou des associations. Le rôle du CF6 est très important. Je voudrais remercier l'ensemble des acteurs. Merci Nacera pour tout le travail que tu fais. Et merci à vous tous de nous avoir rejoints.